Et on se retrouve en direct dans Punchline avec nos invités. On revient sur la manifestation qui s'est déroulée hier à Paris à l'appel du collectif pour Adama devant le tribunal judiciaire de Paris. Une manifestation qui était interdite par la préfecture de police, qui s'est déroulée dans un tout premier temps de façon pacifique et calme et puis qui s'est soldée en fin de soirée par des dégradations, 18 interpellations. On va écouter tout de suite, avant de rejoindre Yves Lefebvre du syndicat SGP Police et Faux, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui cet après-midi au Sénat a demandé que une sanction soit prononcée pour chaque faute ou mot raciste de la part des policiers. Il faut faire en sorte que chaque faute, et il peut y en avoir, chaque excès, chaque mot, y compris des expressions racistes, fasse l'objet d'une enquête, fasse l'objet d'une décision, fasse l'objet d'une sanction. Et je suis sur ce sujet intransigeant, parce que l'exigence que nous avons vis-à-vis des policiers qui fauteraient, c'est garantir justement la sérénité du travail de l'ensemble de la police et de la gendarmerie. C'est garantir la défense de cette police républicaine qui, au quotidien, combat le racisme, combat l'antisémitisme et s'engage au quotidien pour défendre l'honneur de la République. C'est cela qui est essentiel. Et il ne s'agit pas de faire des amalgames, mais il s'agit effectivement de dénoncer tout propos ou tout comportement. S'il y a faute, elle doit être sanctionnée et elles sont sanctionnées. Voilà, Yves Lefebvre, vous êtes en ligne avec nous. Vous avez entendu le ministre de l'Intérieur. Vous acquiescez à ces propos ? Absolument rien. Ce qu'il nous dit là, ce qu'il a dit cet après-midi au Sénat, c'est ce qui existe dans la police nationale et qui a toujours existé dans la police nationale, et fort heureusement d'ailleurs au demeurant. C'est-à-dire que tous les policiers qui auraient des attitudes ou qui tiendraient des propos à connotation raciste doivent être sanctionnés et sont sanctionnés bien évidemment. Donc là, il ne fait que dire, de faire le constat de ce qui existe, et j'insiste bien, et fort heureusement. Fort heureusement. La manifestation d'hier s'est soldée par 18 interpellations. La stratégie choisie, elle était laquelle pour les forces de l'ordre ? La stratégie était la bonne hier soir. La stratégie était la bonne parce qu'on ne pouvait pas, on n'a pas l'outil juridique et on n'a pas non plus la disponibilité en force mobile et en force policière de la préfecture de police pour pouvoir appréhender les personnes en amont du rassemblement. Et quel texte de loi nous aurait permis de contrôler ces personnes et de les neutraliser pour leur empêcher de rejoindre le parvis du palais de justice? Aucun élément, aucun outil pour le faire. Et ce qu'il fallait surtout éviter, bien évidemment, pendant et après, c'est le corps à corps, le contact physique pour éviter le plus grand nombre de blessés, tant dans les rangs des policiers que bien évidemment dans les rangs des manifestants. Donc la stratégie mise en place hier soir de la graduation, de la gestion du maintien de l'ordre a été la bonne hier soir. C'est-à-dire que vous étiez au courant que certains membres ultra avaient infiltré le cortège, c'est ça ? Oui, bien évidemment, on se doutait bien. Vous savez, on est malheureusement, il y a un parallèle qui est fait, un parallèle ô combien dangereux et ô combien injustifié entre l'assassinat de George Floyd et l'affaire, en l'occurrence, d'Adama Traoré. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de comparaison possible à faire. Mais malheureusement, certains l'ont fait et on savait que automatiquement, dès lors que ce genre de rassemblement, vous avez des gens qui viennent dans le comité de soutien d'Adama Traoré. Les gens viennent. Ils outrepassent l'interdiction de manifester, ils outrepassent les interdictions liées à l'état d'urgence sanitaire. Vous avez à côté de ça la deuxième frange de la manifestation qui vient là, elle, pour en découdre avec les forces de l'ordre, et la troisième frange qui vient là pour piller, tout simplement. Donc on savait que dans ce genre de manifestation, on avait obligatoirement la présence d'ultra, avec des antifas, des ultra-extrémistes de gauche, et j'en passe, et des plus mauvais. Une question de Jean-Claude Dacier. C'était surtout sur ce point que vient d'évoquer notre ami Yves Lefebvre, que j'aurais aimé entendre le ministre. Que le ministre soit contre les propos racistes des uns ou des autres, c'est bien le moins. En revanche, je trouve que l'opération d'hier, est une réussite totale. Et bravo de la part des organisateurs, évidemment. Ils ont réussi à tirer la posture de ce qui a entouré la mort de Traoré en direction de la police américaine et de la mort de George Floyd. En gros, ce qui a été dit hier, et ce qui s'accrédite un peu tout doucement quand on écoute ici ou là les commentaires, c'est que policiers noirs, policiers blancs, aux États-Unis, en France, même difficulté, même combat, noirs américains, noirs français, traités de la même façon. En gros, police américaine
Et police française, même chose. Il a été tenté avec succès hier pour une manifestation interdite tout de même. Oui. Faire 20 000 personnes, c'est quand même Yves pas mal. Lefebvre, c'est ce que vous ressentez, cette assimilation aux méthodes américaines? Oui, on la ressent, mais les chiffres, heureusement, parlent d'eux-mêmes en ce qui concerne la police nationale française. Aux États-Unis, en 2017, 1000 morts comptabilisés par rapport à des faits de violence policière. En France, si on remet en adéquation avec la population française et avec les effectifs de police, ça aurait signifié à dire qu'on aurait dû tristement constater 200 morts en France liées à des bavures, je l'appelle communément des bavures policières ou de la gendarmerie nationale. C'est heureusement, et fort heureusement, pas le cas. Donc on ne peut pas faire de parallèle. Vous savez, en France, on ne tire pas sur un individu qui refuse de poser à terre son briquet, comme ce fut le cas il y a quelques mois de ça aux États-Unis. Donc on n'est pas du tout dans la même situation. La situation aux États-Unis, d'ailleurs, est dénoncée par une immense majorité des policiers américains. Effectivement, il y a des actes de racisme au sein de la police américaine qui sont particulièrement palpables. Et ce qui s'est passé, l'auteur de l'assassinat de George Floyd n'est plus policier, et fort heureusement pour tous les policiers du monde. Cet individu n'avait rien à faire chez nous, en la matière, chez nous, bien dans le monde policier international. Maître Goldnadel. Il y a beaucoup de choses à dire. La première, c'est que je voudrais quand même, Yves, faire remarquer que c'était une manifestation interdite. Elle était interdite. Je ne sache pas, ou alors ça serait une nouvelle, que le virus est complètement disparu. Le ministre de l'Intérieur et M. Lallemand sont un peu vite passés par rapport à ce qui n'est quand même pas un détail, à moins qu'on nous le dise une bonne fois pour toutes, que les amis de M. Traoré ont des droits que les pauvres caves n'ont pas le droit. C'est ça que ça veut dire, premièrement. Ridicule, tu as raison. Hein, premièrement. Et, au regard de l'autorité de l'État, c'est tout à fait, c'est tout à fait dommageable en termes de leçons. Terminé, Gilles. Pardon. Allez-y. Deuxièmement, d'une certaine manière, et c'est là où est l'instrumentalisation, l'affaire George Floyd, c'est le contraire de l'affaire Adama. L'affaire George Floyd, on voit immédiatement ce qui s'est passé et l'expertise nous explique très clairement que le pauvre Floyd, il est mort de ça, d'accord? Dans l'affaire Adama Traoré, vous avez 3 expertises judiciaires qui nous expliquent que Traoré, qui a fui à plusieurs reprises, d'accord, les policiers, il est mort en raison de la maladie dont il souffrait antérieurement. L'affaire n'est pas close, mais en tous les cas, il y a une vraie spéculation. Et je veux dire, je voudrais quand même que vous réfléchissiez à ça. Un mot encore. Que réfléchissiez à ça. Moi, je m'occupe d'un autre Traoré. C'est le Traoré qui a torturé et qui a tué Sarah Halimi. D'accord ? Lorsque la Chambre de l'instruction a refusé la reconstitution, il m'a expliqué que Traoré, il était irresponsable pénalement parce qu'il avait trop fumé. J'ai trouvé la décision inique, scandaleuse. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à voir. Mais ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller organiser une manifestation pour protester contre ça. C'est un peu la différence. Noémie Michoul, sur cette question des expertises, la famille d'Adama Traoré a produit une autre expertise qui n'est pas une expertise judiciaire. Oui, c'est vrai qu'on a un peu de mal à s'y retrouver. Ça fait 4 ans maintenant que les faits ont eu lieu et on assiste à des batailles d'expertise en fait. Il y a eu au total 4 synthèses d'expertise en 4 ans. Il y en a 2 qui ont été commandées par les juges d'instruction. Donc dans ces cas-là, on demande à des médecins qui sont sur des listes de médecins experts validés par la cour d'appel de se pencher sur un dossier et de rendre des expertises. Les 2 expertises commandées par les juges d'instruction, effectivement, elles mettent hors de cause les gendarmes. Elles disent, toutes les expertises disent il est mort par asphyxie, mais en gros, les 2 expertises commandées par les juges d'instruction disent l'origine de l'asphyxie n'est pas due à des fautes commises par les gendarmes. La famille d'Adama Traoré, elle a demandé des contre-expertises, une contre-expertise qu'elle n'avait pas obtenue. Donc elle a fait ce que peut faire une partie civile, enfin toutes les parties dans un dossier comme ça, c'est diligenter sa propre... Alors on mot d'expertise, mais c'est un peu différent. Elle va payer elle-même un ou plusieurs médecins et leur demander de se pencher à leur tour sur le dossier. Alors ils n'auront pas forcément accès à tous les mêmes éléments, puisque s'il y a des scellés, eux, ils n'y auront pas accès, mais ils vont avoir accès à l'autopsie, à un certain nombre d'éléments. Et
Et ils ont donc fait, il y a donc 2 autres rapports d'experts privés, diligentés par la famille, et ces rapports-là sont beaucoup moins formels quant à l'absence de responsabilité des gendarmes. La deuxième, d'ailleurs, celle qui a été rendue publique très récemment, elle dit même que l'asphyxie est la conséquence du fameux plaquage ventral. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant de toutes ces expertises ? C'est entre les mains des juges d'instruction. Une première fois, ils avaient été à 2 doigts d'ordonner le non-lieu, de dire il n'y a pas matière à poursuivre les gendarmes. Et puis il y avait eu une première expertise privée. Ils avaient du coup quand même dit bon, on va faire une nouvelle expertise. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette dernière expertise qui leur a été apportée? C'est toute la question. Mais juste pour conclure, ce que demande la famille d'Adama Traoré, c'est exactement ce que vous demandez dans l'affaire d'ailleurs de Sarah Halimi, c'est que c'est qu'il y ait un procès, qu'on aille devant la cour d'assises et que ce débat d'experts pour savoir de quoi est mort Adama Traoré, il ait lieu devant avec un jury populaire qui tranche. La grande différence, c'est que nous le demandons, nous, sur la base des expertises judiciaires de la Cour d'appel. C'est à la portée de n'importe qui d'aller chercher un rapport privé. Non, mais pour dire que c'est pas comparable les deux affaires. C'est une opération politique bien menée. Vous demandez, c'est qu'on aille au procès et que ce soit Dans la Cour d'assises. Voilà. Yves Lefebvre, un mot là-dessus. Alors, cette affaire concerne les gendarmes et non pas la police nationale, il faut le répéter. Néanmoins, elle symbolise quand même le désamour qui s'est installé entre les forces de l'ordre et un certain nombre de Français. Est-ce qu'il y a des solutions pour remédier à ça? Oui, il y a des solutions, mais faut-il que le politique ait le courage de mettre en place ces solutions? Il faut aujourd'hui reconquérir les territoires. Aujourd'hui, il faut effectivement, je dirais, arrêter, faire cesser aussi. J'ai entendu, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai répondu à votre question, Laurence, bien évidemment, que Christophe Castaner n'a fait que réaffirmer ce qui existe, mais j'aimerais bien qu'à un moment donné, on se tourne aussi et qu'on trouve aussi l'outil juridique pour à un moment donné permettre de sanctionner pénalement ceux qui incitent à cette haine permanente. Et je pense notamment à certaines personnes qui se servent de leur pseudo-notoriété ou de leur notoriété avérée pour clamer haut et fort que la police assassine et que la police est dangereuse. Vous parlez de Donc qui, aujourd'hui, de qui concrètement, Yves Lefebvre? Je parle notamment, j'en ai presque perdu son nom, je crois, Camélia Jordana, voilà, c'est ça. Et puis je pense aussi à Omar Sy, qui hier soir passe tweet hier soir en mettant c'est ça notre République, avec on voit les gens en bas en train de scander en haie la police nationale. Donc vous voyez, c'est tout ça le problème. Et certains politiques, parce que hier c'est vrai, j'ai entendu Maître parler, Gilles parler de la manifestation interdite, mais perdons pas de vue quand même que aussi nous avions 2 élus de la République, 2 députés de la France Insoumise qui ont appelé hier à ces manifestations interdites. Donc il y a une remise en cause. On peut, j'espère, qu'on arrive à trouver la solution. Mais il faut qu'à un moment donné, tout le monde fasse preuve de sagesse, que plus personne ne jette de l'huile sur le feu pour qu'on puisse à un moment donné apaiser tout ça. Parce que là, samedi, on a une prochaine manifestation à nouveau du même collectif en soutien, en mémoire d'Adama Traoré. Et moi, ce que je crains, c'est un embrassement des banlieues avec une configuration de vie dans les banlieues qui ne sera pas la même que les années passées. C'était sans doute l'un des objectifs de la manifestation d'hier, voir si on peut réveiller un peu les banlieues. Forcément, Jean-Claude. Un mot sur effectivement le fait que la manifestation était interdite et qu'on a vu des milliers de personnes, 20 000 personnes devant le tribunal judiciaire. Sandra Buisson vous expliquerait ça mieux que moi, mais le maintien de l'ordre, c'est toujours un savant dosage entre... on évalue la situation et on va voir, est-ce qu'il faut intervenir, est-ce qu'on empêche les gens d'arriver ou pas. En l'occurrence, les abords du tribunal judiciaire, c'est pas la place de la Bastille où on peut bloquer des avenues qui arrivent. C'est un grand parvis, une grande esplanade. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés tout à fait pacifiquement. Et d'ailleurs, ça s'est déroulé pendant une grande partie du temps très calmement. Il y avait vraiment une minorité. On parle d'une 60aine de personnes, sans doute, qui étaient là pour casser d'individus violents. Et donc, le choix a été fait de ne pas attiser, sans doute, et de ne pas susciter de la tension en laissant les gens se regrouper sur le parvis de la manifestation. Ce sont les choix qui sont faits depuis pas mal de temps, depuis le confinement. Cette logique-là est une logique qui est parfaitement compréhensible en termes de maintien de l'ordre. Elle est difficilement compréhensible en termes de respect de l'État. Christian Poteau. Non, mais je crois qu'à chaque fois, on dit la même chose. Donc, une fois pour toutes, il faut se dire qu'il y a des manifestations qui, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, peuvent avoir du sens pour les gens qui les font.
et que se greffe sur ce type de manifestation toujours le même nombre d'imbéciles qui sont là que pour casser, qui font leur marché des fois, et qui sont soit à l'extrême gauche, soit à l'extrême droite. Eux, ils savent ce qu'ils font, ils savent pourquoi ils viennent là. Demain, il y aurait une manifestation demandée par les écologistes pour sauver les grenouilles de je ne sais pas de quel endroit, sur une autoroute. On les retrouverait. Donc, en queue de comète, et on a eu qu'en queue de comète, une explosion. Et Non, mais ça va au-delà. Est-ce que je peux faire une remarque d'ordre Oui, et après je repasse la parole à Yves Lefebvre. Oui. d'ordre psychologique, et notamment ça s'adresse à Yves. Quand une Camélia Jordana explique que l'ensemble des flics français ne pensent qu'à massacrer les Noirs et les Arabes, il faut comprendre comment les dégâts psychologiques que ça fait. D'abord, ça fait des dégâts psychologiques dans les banlieues où on les prend au mot, et ça fait même des dégâts psychologiques chez les flics eux-mêmes, parce que même chez les flics, mais chez ceux qui ne sont pas racistes, qui sont la grande majorité, vous n'avez pas tous des pianistes distingués. Ils n'aiment pas qu'on leur parle comme ça. Et du coup, ça entraîne des comportements guerriers contre les autres. On va vers cette guerre-là en tenant des propos aussi excessifs. Yves Lefebvre. Mais j'ai du mal à dire quoi que ce soit. Après, Gilles, il a parfaitement résumé. C'est malheureux, mais ça attise effectivement la haine des deux côtés. Ça attise la haine des deux côtés. Et ça, c'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Il faut qu'on puisse trouver un moyen de s'asseoir. Mais c'est le politique qui doit mener là-dessus. Ce qui est fait là aujourd'hui, c'est pas bon. Même les propos de Castaner, il n'a pas besoin de sortir ça cet après-midi au Sénat. C'est de l'existant, tout ça. On a l'impression qu'il cherche à justifier quoi que ce soit. C'est pas bon. C'est non. Prenons le taureau par les cornes. Et sanctionnons les gens qui tiennent, je dis, les flics qui sont racistes, il faut qu'ils soient virés de la police nationale. C'est très clair. Par contre, quand on tient des propos racistes à l'encontre des policiers, j'estime que les propos de Camélia Jordana étaient des propos racistes à l'encontre des policiers, ça doit être également sanctionné. Et simplement un mot, si vous me permettez, Laurence, par rapport à la gestion du maintien de l'ordre hier au soir. La manif était interdite. Mais si les ordres avaient été donnés de procéder à des contrôles ou à des interpellations en amont, nous aurions eu des dégâts, des blessés, sinon même peut-être pire, des morts hier au soir. Sur la configuration, et Noémie l'a parfaitement dit, la configuration du palais de justice, on est aux abords du périph' et on est aux abords immédiats de la banlieue nord-est, enfin nord plutôt, là en l'occurrence de Paris, avec toujours un contexte très très particulier de gestion du maintien de l'ordre et des violences urbaines. Yves Lefebvre, une question sur l'IGPN, c'est-à-dire les enquêtes internes à la police. Un certain nombre de personnalités demandent que ce soit une autorité indépendante qui puisse mener ces enquêtes. On sait qu'il y en a eu 1180 enquêtes en 2018 et 46 qui concernaient des injures à caractère raciste. Est-ce qu'il faut que cette instance soit externalisée ? Non. Et simplement, juste avant d'aller plus loin dans mon explication, les chiffres que vous donnez représentent 0,05% des interventions de police sur l'exercice cité en référence. Non, je ne pense pas. Par contre, qu'on élargisse peut-être le fonctionnement de l'IGPN avec des gens venus du milieu, je dirais, de la société civile, peut-être, pourquoi pas. Là, moi, j'y suis pas opposé, on peut réfléchir. Mais externaliser le fonctionnement de l'outil de contrôle disciplinaire, mais qui n'est pas que disciplinaire, mais en l'occurrence là, pour parler du disciplinaire, serait pas une bonne chose. Vous savez, les bœufs carottes pouvaient y être passés quelquefois pour délit d'expression syndicale, n'ont jamais été tendres et ne seront jamais tendres. Est-ce que les enquêtes aboutissent, ces enquêtes menées par l'IGPN, et à quoi elles aboutissent, Yves Lefebvre ? Oui, 1180 enquêtes. Elles aboutissent à des sanctions, elles aboutissent à énormément de sanctions, énormément de révocations, énormément de révocations. Vous avez des chiffres ? Je n'ai pas les chiffres en tête, Laurence, mais nous sommes la profession quand même, privée, publique, la plus sanctionnée, la plus contrôlée et la plus sanctionnée, qui plus est dans la fonction publique d'État, la plus sanctionnée, et nous ne sommes pas les plus nombreux. Donc non, on fait partie d'une profession particulièrement surveillée en interne et malheureusement trop souvent en externe. Oui. Alors, Christian Proto. Oui, je partage tout à fait ce point de vue. L'IGPN, c'est avant tout une institution interne au ministère. Et derrière, il y a la justice. Oui, mais on peut pas mêler les deux, je suis pas d'accord. Oui, mais... L'IGPN a son rôle, l'IGPN joue son rôle, elle défère si elle a les éléments pour, mais au départ, l'IGPN, elle est là pour des problèmes internes à l'institution. Est-ce que vous comprenez ? On ne vit pas dans un monde idéal, on n'a pas une justice idéale, on n'a pas une police idéale, ça se saurait. Ce que je vais dire là n'invalide en rien ni ce que dit Yves, ni ce que dit M. Poteau. C'est pas ce que je veux dire. Mais moi, par exemple, j'ai un cas
où je défends un jeune arabe qui sort d'une boîte de nuit du 8e arrondissement. Il n'a jamais rien fait à personne. Il se fait dérouiller par les types de la BAC. J'en suis à 5 ou 6 ans comme par hasard, un miracle. La vidéo ne marche pas. Elle est tombée en panne ce jour-là. Vous comprenez? Donc donc, des fois, on ne vit pas dans un monde parfait. On ne peut pas dire tout et son contraire. Donc, c'est très bien que tu mais pourquoi ça. Donc vous êtes pour qu'on externalise l'IGPN? J'avoue que la suggestion d'Yves de peut-être mettre également des personnes extérieures ne me paraît pas hirsute, ça me paraît pas mal. Mais là, en l'occurrence, le problème, là, j'ai plus un problème avec le juge qu'avec l'IGPN. Si le juge il veut rien faire, ça fait 2 fois que la chambre de l'instruction demande au juge de faire quelque chose, il veut pas faire. Tout ça pour dire, je veux pas caricaturer ma propre pensée. Il y a des choses aussi qui ne vont pas en France. Ça c'est à l'appréciation des juges. Tu parles, là, parce que je ne les retrouve pas. C'est pas un dossier. Je parle. C'est pas compliqué. Mais si tu dis que ça fait 2 fois que Je parle, mais c'est pas une affaire qui a défrayé la chronique dans les journaux. Voilà, tu parles d'un cas personnel. Voilà, pas d'un cas. Non, parce qu'on peut s'y perdre. Noémie Schultz, c'est à l'appréciation des juges. C'est vrai qu'on entend des voix qui disent que le traitement judiciaire quand c'est des policiers qui sont soupçonnés, accusés de violence n'est pas le même que quand ce sont d'autres justiciables. Et ça tient à un certain nombre de raisons, et notamment à une relation magistrat-policier qui est très imbriquée. C'est-à-dire que les magistrats, les juges d'instruction, ils travaillent tous les jours avec les policiers. Ce sont eux qui vont faire les actes d'enquête. Donc on entend effectivement, et certains disent... C'est une méconnaissance du droit, si vous voulez mon point de vue. Non, ça... Vraiment, parce que les juges d'instruction, croyez-moi, ils ne sont pas plus tendres pour les policiers que pour les... Non, je dirais même la plupart qu'à la du temps, limite, non. ils le sont moins. Dans toutes les interventions que j'ai eu à mener, alors que je libérais des otages ou que j'arrêtais des gens qui avaient tué des gens, eh bien, la justice est passée. Le GIGN n'est pas intervenu sans dans 90% des cas, c'est vrai. Et je peux vous dire qu'il n'était pas tendre et il voulait savoir exactement dans quelles conditions nous étions. L'affaire Ziad Ebouna, elle est allée jusqu'au bout. Les flics ont été pendant des années, ont subi un calvaire. À la fin, on a dit qu'ils n'avaient pas commis. Un dernier mot après à Yves Lefebvre. On a assisté hier, en réalité, à une manifestation à caractère fortement communautaire. On ne sortira pas de ça. Il y a une perte totale de confiance dans les manifestants d'hier, et pas seulement des leaders de la manif, la globalité des 20 000 manifestants hier dans les institutions de la République. Ils n'ont plus confiance dans nos juges, ils n'ont plus confiance dans l'IGPN, ils n'ont plus confiance dans les expertises judiciaires, sauf si elles leur donnent raison. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, il y aura... Le combat de la famille Traoré et de leurs amis va continuer tant qu'ils n'auront pas obtenu satisfaction. Ça s'appelle une communauté qui défend ses intérêts au mépris des règles qui sont en vigueur dans ce pays depuis quelques années. Nous avons ce problème-là en face de nous. Il y a une perte totale de confiance d'un certain nombre de gens dans les institutions de la République. Ça, c'est un vrai problème. Laurence, il ne faut pas aller aussi loin. Je pense qu'il y a eu, malheureusement, un problème de calendrier hier. Que des gens ont voulu instrumentaliser ce qui se passait aux États-Unis au profit d'une cause personnelle que je comprends tout à fait par rapport à l'être qui a disparu, soutenue par des gens. Mais n'oubliez pas que pour amener à 20 000 personnes, il faut qu'il y ait tout un tas de gens qui, à ce moment-là, ont plutôt pensé à ce qui se passait aux États-Unis qu'à Traoré. Et moi, je le sais parce que j'ai dans ma famille des jeunes qui sont allés en toute bonne foi, pensant qu'il y avait des choses qui n'étaient pas admissibles qui se passaient aux États-Unis et que ce prétexte de l'affaire Traoré était une occasion de se réunir. Et de bonne foi. Yves Lefebvre, un mot là-dessus, sur cette perte de confiance dans les institutions de notre pays. C'est un des dangers, effectivement, le repli communautaire dans certains quartiers, dans certaines banlieues, dans certaines villes. C'est un gros danger, effectivement, de faire là, et je ferai à nouveau un parallèle avec ce qui existe malheureusement en la matière aux États-Unis. Et effectivement, et aussi Christian Proto a raison. Il y a les gens hier, je pense même peut-être certainement une majorité de gens sont venus là pour véritablement faire dénoncer ce qui s'est passé aux États-Unis, mais d'autres ont surfé sur l'amalgame qui est fait. C'est un problème de calendrier, mais qui a servi certains en la matière quand même, in fine, de se retrouver, parce que le problème d'Adama Traoré, c'est un problème lié entre une interpellation de
des forces de sécurité intérieure françaises, en l'occurrence là la gendarmerie nationale, mais qu'importe, je dirais. Mais derrière aussi, il y a quand même une carence de la justice. 4 ans. 4 ans. Un seul instant, je me mets à la place de la famille, des amis, des parents. C'est très long, 4 ans. Il serait temps quand même que la justice se tranche en la matière, soit que l'affaire est définitivement considérée comme étant classée, il n'y a pas de poursuite à retenir, pardon, ou alors on va sur un procès. Mais je trouve quand même que là aussi, il y a quand même une carence en matière de prise de décision de la justice en l'état. Malheureusement, Allez, un dernier mot. la carence judiciaire, elle est générale. Elle ne s'applique pas uniquement à l'affaire Traoré. Et en plus, comme dans une affaire comme cela, où il y a une expertise qui ne plaît pas à la famille, qui en réclame une deuxième et une troisième, À chaque fois, c'est des mois, en fait. on ne peut pas se plaindre que ça dure aussi. Voilà. Merci beaucoup Yves Lefebvre d'avoir pris du temps pour nous répondre dans Punchline sur CNews. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.